Bonjour à toutes et à tous. Donc Bruno Le Breton, hein, effectivement de la DDTM des Côtes d'Armor et chef de la MISEN, hein, donc Mission Interservice de l'eau et de la nature. Je vais essayer de vous faire un résumé un peu de ce que l'on peut mettre en œuvre, hein, effectivement comme plan d'action sur les aires d'alimentation de captage. Alors, vous verrez, c'est un condensé, hein. On ne rentrera pas dans le détail de différentes mesures, on n'aura pas le temps. Ça a fait l'objet notamment d'une formation, c'était au mois d'avril, hein, me semble-t-il, Oui, Sophie. oui, Euh, voilà, donc là, c'est vraiment essayer de balayer l'ensemble des sujets. Et par rapport à ce que Sophie vient de dire, alors c'est à la fois nitrate, phyto et un aspect qu'il ne faut pas oublier également, c'est l'aspect bactériaux, hein, parce que dans un plan d'action, effectivement, sur les aires d'alimentation de captage, on a quand même ces trois sujets, alors, qui peuvent être liés, bien évidemment, mais qu'il faut quand même aborder. Alors, si je replace un petit peu simplement le terme de plan d'action en tant que tel, ce qui est important, c'est de bien le repositionner effectivement dans l'ensemble d'une démarche. Et je rappelle que lorsqu'on est sur des captages prioritaires ou des captages sensibles, ou à la limite, qu'importe le captage, dès lors qu'on veut effectivement mettre en œuvre un plan d'action, il faut pouvoir s'appuyer quand même sur à la fois une bonne connaissance de l'aire d'alimentation de captage, donc ça a déjà fait l'objet de webinaires, d'un diagnostic territorial multipression, et j'insiste bien sur l'aspect multipression. On n'a pas que des pressions entre guillemets agricoles, on a aussi d'autres pressions qui peuvent s'exercer selon le type d'aire d'alimentation de captage, et on doit s'appuyer sur ce diagnostic des pressions pour identifier effectivement les enjeux majeurs, les leviers sur lesquels on va pouvoir agir, et dans ce cadre-là, définir effectivement un plan d'action qui doit se décliner par des actions bien évidemment concrètes, mais également, ce qui est sans doute le plus important, c'est quels sont les indicateurs de suivi que l'on va essayer de mettre en œuvre pour s'assurer effectivement que notre plan d'action, entre guillemets, il est efficace et qu'on est dans la bonne voie. Et je rappelle une chose, un plan d'action également, il n'est pas figé dans le temps. Ça peut être une démarche itérative qu'on peut améliorer, amender, modifier au fil des années en fonction effectivement des résultats, des indicateurs que l'on pourrait avoir qui seraient plus ou moins positifs. Alors, la construction d'un plan d'action, trois axes pour moi, volet nitrate bien évidemment, le volet phyto et également ce que j'évoquais tout à l'heure, le volet bactériaux. Et en fonction effectivement, si on est sur une aire d'alimentation de captage en ESO, alors notamment en Bretagne, parce qu'on a des petites surfaces, ou si on est sur une aire d'alimentation de captage en eau superficielle, on peut avoir aussi des ambitions qui peuvent être différentes sur des petites aires, entre guillemets, souvent liées à de l'ESO, au moins en Bretagne, et on va se retrouver avec quelques agriculteurs et quelques interlocuteurs. Lorsqu'on est sur des eaux superficielles, on va être à l'échelle souvent de bassins versants, et là, ça représente une population qui est beaucoup, beaucoup plus importante, et donc le type de plan d'action qu'on peut mettre en œuvre va sans doute être un petit peu avec un calibrage différent. Alors, si on regarde l'aspect plan d'action nitrate, qu'est-ce qu'on va essayer de rechercher dans un premier temps? Et de là, quel type d'action va-t-on essayer de mettre en œuvre? On va essayer, dans un premier temps, réduire bien évidemment les risques de fuite sur les parcelles agricoles. C'est en gros les pratiques. Donc, on réduit la pollution à la source. Le deuxième axe, c'est limiter, parce que qu'on le veuille ou non, des risques de transfert d'azote, bah, on en a toujours, mais on peut limiter ces risques quand même malgré tout des parcelles vers le cours d'eau ou vers la nappe. On doit s'intéresser également à l'aspect capacité épuratoire du milieu. Le milieu, il n'est pas étranger à la dénitrification notamment, donc on peut avoir quand même des actions sur cet axe-là. On doit s'assurer, il ne faut pas l'oublier, également qu'on a un certain nombre de sources de pollution ponctuelles sur lesquelles on doit agir et sans doute agir même de façon prioritaire parce que ça peut cacher énormément de problèmes.
Et puis, on a aussi des systèmes qu'il faut pouvoir pérenniser dans le temps. C'est bien beau de mettre en œuvre des actions, mais faut-il effectivement que ces actions soient pérennes et qu'on puisse effectivement les garder, les mettre en œuvre au fil des années qui vont suivre. Et il ne faut pas perdre de vue un aspect quand même important, c'est que notre objectif, c'est que certes, on veut essayer d'améliorer la qualité de l'eau, ça c'est intrinsèque, bien évidemment, mais que notre objectif, c'est aussi quand même de limiter autant que possible l'impact technique et économique sur les exploitations. Il ne s'agit pas, entre guillemets, de faire des zones blanches, alors sauf peut-être des cas particuliers, mais lorsqu'on est notamment sur des captages en eau superficielle, parfois avec des centaines d'agriculteurs, le plan d'action, il faut aussi être capable de le calibrer en fonction effectivement de son impact technique et de son impact économique sur les exploitations. Si on reprend un petit peu ces différents axes maintenant, réduire les risques de fuite sous les parcelles agricoles. Là, il s'agit bien effectivement d'agir directement sur les pratiques agronomiques, hein. Donc, en gros, nos pratiques de fertilisation en fonction des cultures, en fonction des prairies, en fonction des rotations culturales, en fonction, est-ce qu'on est en capacité, notamment lorsqu'on est sur des captages en eau souterraine, d'éventuellement de sanctuariser avec des cultures à bas intrants, éventuellement les cultures qui pourraient se faire sur cette surface. Et est-ce qu'on est capable de mettre en place des systèmes à base intrants? Donc là, on a quand même beaucoup de pistes, effectivement, qui peuvent être explorées, mais sur lesquelles on doit à chaque fois se poser la question, est-ce qu'on va être efficace dans nos pratiques agronomiques que l'on veut mettre en place? C'est-à-dire, un objectif, c'est effectivement de réduire les risques de fuite. Donc, ça veut dire aller vers de l'agronomie de précision. Des mesures type éventuellement réduction entre guillemets de la pression ne garantissent pas en général les niveaux de risque, un bas niveau de risque en fait sous les parcelles agricoles. Donc à chaque fois, il se faut se poser la question en termes d'efficacité des mesures que l'on met en place et en termes effectivement d'impact sur le risque de fuite d'azote. Et à chaque fois, je vous invite à évaluer autant que possible le type de mesures qui peuvent être mises en œuvre avec leur impact sur ce que j'appelle systématiquement ce risque de fuite d'azote. Est-ce qu'on réduit ce risque de fuite d'azote? L'avoir à zéro, il ne faut pas se faire d'illusions. Il pleut, les sols sont vivants, donc on a toujours, qu'on le veuille ou non, des nitrates qui peuvent rejoindre le cours d'eau, qui peuvent rejoindre la nappe. Notre objectif, c'est d'avoir effectivement le moins de pratiques qui vont générer ce risque de fuite d'azote. On insiste beaucoup, j'insiste beaucoup sur les pratiques et notamment sur l'agronomie de précision, c'est aussi un petit peu mon dada. Ce qu'il faut regarder en parallèle, c'est aussi systématiquement les systèmes culturaux qui sont mis en place. On a des rotations aujourd'hui qu'on considère beaucoup plus à risque en termes de risque de fuite d'azote, et on a des systèmes en rotation culturelle qui présentent beaucoup moins de risques. Donc là aussi, un axe fort, c'est qu'on peut aller vers par exemple, l'absence de rotation de maïs sur maïs sur maïs sur maïs, hein, monoculture de maïs, on sait qu'on génère systématiquement beaucoup de risques de fuite d'azote. Donc, il faut essayer d'envisager là des rotations culturales à privilégier, soit en interdisant éventuellement des successions à risque, soit en privilégiant éventuellement des rotations beaucoup plus longues qui, même si sur certaines successions culturales, on a un niveau de risque plus élevé, qui sont acceptables au niveau de l'aire d'alimentation de captage, ou en termes de rotation sur l'ensemble de plusieurs années qui nous permettent quand même de réduire globalement le risque de fuite d'azote. Les cultures bas intrants, bien évidemment, elles ont un intérêt à la fois sur l'aspect azote et l'aspect phyto, et les systèmes également, dès lors qu'effectivement une exploitation s'engage sur son système. Deux choses qui peuvent être, je les différencie parce que une exploitation, elle peut être concernée par quelques hectares sur une aire d'alimentation de captage, donc on peut privilégier effectivement des cultures à bas intrants sur les surfaces dans l'AAC. Quand on est par contre sur des exploitations, notamment sur des captages en eau superficielle, là, si l'ensemble de la surface et de l'exploitation est sur l'AAC, il faut plutôt aller sur des systèmes à base intrants, puisque là, c'est bien l'ensemble de l'exploitation qui va être concerné. Ce qui va être important, c'est de travailler sur nos indicateurs, hein, nos indicateurs, et notamment sur nos indicateurs euh, autour de ces risques de fuite d'azote.
un des indicateurs qui revient systématiquement, que vous connaissez, eh bien, c'est l'indicateur reliquat, hein, parce que c'est effectivement un élément qui nous permet de juger à la fois du niveau de risque et puis en fonction du type de reliquat qui peut être réalisé, ça va être là aussi, est-ce qu'on va pouvoir analyser si ce sont les pratiques qui sont un problème ou est-ce que c'est un problème agronomique plus large parce qu'on n'a pas suffisamment de précision dans ce qui est apporté, dans les besoins de nos cultures, bon, dans différents aspects. Et là, il ne faut surtout pas opposer les types de reliquats en termes d'indicateurs. On a ce qu'on appelle les reliquats sortie hiver qui sont intéressants parce que c'est la base effectivement de l'agronomie et à l'ouverture de nos bilans. C'est un indicateur intéressant, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les indicateurs de fin de période où l'ensemble de la plante aura déjà absorbé l'azote et puis voir ce qui nous reste au niveau du sol. Donc là, ça va être tous les reliquats qu'on appelle effectivement de post-absorption, les reliquats de post-culture ou des reliquats de début de drainage. Je n'oppose pas ces différents types de reliquats. Ce sont tous des bons indicateurs, mais on n'évalue pas obligatoirement la même chose. Mais c'est important de disposer systématiquement de ces indicateurs pour aussi faire de la pédagogie sur les pratiques de fertilisation et notamment sur les niveaux de risque dès lors qu'on a des reliquats qui vont être supérieurs à 50, à 80, à 100 unités d'azote. J'aime bien un petit moyen mémotechnique à rappeler un petit peu, c'est que lorsqu'on a effectivement des lames drainantes, donc de l'eau qui s'infiltre au travers des sols autour de 250-300 mm, un excédent d'azote de 40 kg, bien, qui va fuir au travers d'une parcelle agricole, c'est de l'eau qui va sortir de cette parcelle, qui va être en gros autour de 50 mg. Donc très vite, effectivement, on peut avoir des périodes, parce que ça ne va pas être toute l'année, mais sur certaines périodes, on va générer effectivement une eau qui va être déjà chargée pratiquement à 50 mg avec simplement un niveau de fuite d'azote de 40 kg. Et 40 kg, on y est très vite, hein. Donc voilà, simplement pour vous donner quelques éléments. Ce qui va être important également, en dehors de la pratique, c'est de travailler sur le transfert effectivement de l'azote des parcelles vers le cours d'eau, vers la nappe. Là, c'est bien sûr l'aspect aménagement qu'on peut relier aussi avec des problématiques d'érosion. Ça peut être un axe aussi pour bien faire comprendre le type d'action que l'on peut mettre en œuvre, hein, de préserver la qualité des sols parce que l'aménagement paysager va permettre aussi de lutter contre l'érosion. Donc ça, c'est important parce qu'on va limiter la vitesse de transfert de l'azote chargé en nitrate euh, vers le cours d'eau. Par contre, effectivement, lorsqu'on est sur de l'ESO, ça a beaucoup moins d'impact puisque là, on est sur un transfert qui est vertical. Important également de pouvoir retravailler sur tout ce qui concerne la dénitrification, notamment en bordure des cours d'eau, puisque là, il faut pouvoir intercepter les flux, mais également sur toutes les zones humides, de pouvoir les remettre en herbe avec là aussi des choses importantes à bien caler systématiquement. C'est bien de faire des bandes tampons, par exemple, le long des cours d'eau qui soient plus larges, 10 mètres, 20 mètres, pour pouvoir intercepter des flux. C'est bien de remettre en herbe des zones humides. Si vous envisagez simplement du broyage, par exemple, sur ces zones humides ou sur ces bandes tampons, on va louper notre cible. C'est-à-dire que ces bandes tampons, comme ces zones humides, si on veut qu'elles soient efficaces, il faut les exploiter avec soit du pâturage, soit avec un export systématiquement, avec une fauche et un export pour éliminer, régénérer systématiquement un petit peu la capacité épuratoire de ces milieux. Et puis un aspect qu'on oublie souvent également, c'est toute la problématique des chemins de l'eau. Alors dans les chemins de l'eau, j'y mets les aspects drainage, alors drainage enterré, mais également drainage superficiel, notamment tous les fossés, où là, bah, on voit bien qu'on est aujourd'hui sur des systèmes qui permettent de transférer très rapidement l'eau et qui s'écoule des différentes parcelles agricoles vers le cours d'eau. Donc là, on a du travail qui peut être réalisé euh, en travaillant en fait sur ces fossés, en ayant de travailler sur des fossés bornes, en réalimentant des zones humides pour éviter des transferts directs et trop rapides. Et puis, on a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier également, c'est qu'il faut pouvoir améliorer les capacités épuratoires de nos milieux et notamment bah, les notions de reméandrage des cours d'eau
en ayant une interface sol-eau qui soit nettement meilleure, permettent aussi de mieux travailler sur ces phénomènes de dénitrification. Alors, je prends toujours un exemple là aussi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les collègues de l'OFB. 1 kilomètre en fait de cours d'eau qui est remis dans son lit, qui méandre, c'est l'équivalent en termes de pouvoir épuratoire de 10 kilomètres de cours d'eau qui auraient été recalibrés. Donc on est sur des valeurs de 1 pour 10. Donc le reméandrage peut permettre effectivement de gagner quelques milligrammes, mais c'est important également en termes de qualité. Et puis, on a un aspect qu'on oublie souvent également, c'est la gestion de la qualité de nos sols. Alors, je prends toujours l'exemple un peu de nos matières organiques dans les sols. On avait historiquement en Bretagne, il y a 50 ans ou 60 ans, des sols qui avaient des taux de matière organique qui étaient parfois à 4-5% de matière organique. Aujourd'hui, on a des sols qui ont toujours de la matière organique, mais plutôt autour de 2,5-3%. On a perdu hein, de la qualité au niveau de nos sols parce qu'on a perdu de la matière organique, parce qu'on a des systèmes qui sont très orientés vers des effluents liquides hein, de type lisier. Et donc, de fait, on a plutôt des sols qui se sont appauvris en matière organique. La matière organique a un rôle très important en termes de dynamique au niveau des sols, permet notamment la remobilisation de l'azote, permet euh, de lutter également en fait contre ce lessivage, cette lixiviation directement de l'azote. C'est un aspect qu'on oublie souvent, mais retravailler la qualité des sols comme le travail du sol également pour lui garder une bonne activité biologique sont des points importants. C'est des aspects que je vous invite à étudier quand vous le pouvez. Alors, c'est sans doute plus facile sur des captages en ESO avec quelques agriculteurs, sur des captages en eau superficielle. Mais là aussi, ça peut être des indicateurs intéressants à essayer de développer sur notamment la qualité, les pourcentages de matière organique des sols, même si au travers de la réglementation, on le voit, les obligations, par exemple, de couverture des sols ont permis d'améliorer un petit peu les choses, mais on a encore un travail important. Ça nous permettrait de mieux lutter contre ces phénomènes de lixiviation, mais également aussi contre tous les phénomènes d'érosion. Hein. Donc, un ensemble, aménagement, matière organique, reméandrage, des bandes tampons, là aussi, ça doit nous permettre d'améliorer globalement les phénomènes de dénitrification au niveau de l'ensemble du processus. Un point important qu'on oublie souvent également sur les aspects plan d'action nitrate, c'est bien sûr éviter toutes les pollutions ponctuelles, notamment sur tout ce qui se situe bien évidemment au niveau des sièges d'exploitation, c'est toutes les zones de transfert, les chemins, les aires bétonnées qui peuvent être effectivement des zones de souillure et puis de transfert via l'eau pluviale vers le milieu. Donc là, intéressez-vous à chaque fois à la problématique de la gestion des eaux pluviales, de la gestion de ces zones de transfert, bien sûr des ouvrages de stockage. Bien évidemment, hein, est-ce que, bien sûr, ils sont bien dimensionnés. Deuxièmement, est-ce qu'on n'a pas de fuite, effectivement, sur ces ouvrages de stockage? Là, important d'avoir un axe, là aussi, pour éviter toutes ces pollutions ponctuelles. Je ne parle pas des problématiques de transport, d'effluents. Normalement, il faut espérer qu'on le fait à des bonnes périodes, dans des bonnes conditions, hein, pour éviter des pollutions ponctuelles et qu'on n'a pas des déversements, effectivement, au milieu, de façon, accidentelle. Je passe sur l'aspect plan d'action phyto. Là aussi, qu'est-ce qu'on va rechercher dans un premier temps? C'est bien, dans un premier temps, de limiter le transfert de phyto des parcelles vers le cours d'eau, la nappe. C'est limiter l'utilisation, bien évidemment, là aussi, d'un certain nombre de molécules. Là, on coupe à la source, hein, voir est-ce qu'on a vers du zéro phyto. C'est sans doute plus facile d'aller vers du zéro phyto lorsqu'on est sur un captage en ESO que lorsqu'on est sur un captage en eau superficielle, parce que vous n'êtes pas du tout sur le même périmètre. Et on voit bien qu'en eau souterraine, notamment, beaucoup de maîtres d'ouvrage essayent d'aller aujourd'hui vers le zéro phyto qui est quand même la seule solution pour éviter toute contamination effectivement de nos eaux. Hein. Et puis, un aspect également très important, qui est souvent un peu oublié, c'est toutes les pollutions ponctuelles. On le verra tout à l'heure. Sur le transfert des phytos, on va rejoindre là aussi les problématiques
que l'on avait sur les nitrates, hein, c'est l'application des produits, notamment vis-à-vis des zones de transfert d'eau, c'est vis-à-vis des fossés, vis-à-vis des cours d'eau. Est-ce que les NNT sont bien respectés? C'est hyper important quand même de vérifier ces aspects-là, quitte à être un petit peu plus draconien. Et là, on peut lier effectivement l'aspect nitrate et l'aspect phyto avec des bandes enherbées plus larges le long des cours d'eau. Éviter bien évidemment les traitements le long des fossés. C'est l'aménagement globalement de l'espace, notamment au travers des diagnostics, hein, des DPR2, qui doit nous permettre là aussi d'envisager un aménagement de l'espace. Alors, plus bien sûr là aussi sur des captages en eau superficielle, en eau souterraine, du fait du transfert vertical, c'est un petit peu plus délicat. Travailler là aussi sur les chemins de l'eau, au même titre que pour les nitrates tout à l'heure. Ben, dès lors qu'on évite effectivement ces transferts rapides d'une eau qui se serait chargée en phyto, on va pouvoir améliorer, décanter un petit peu les éléments pour éviter ces différents transferts. Les indicateurs, par contre, là, sont toujours un petit peu plus délicats parce qu'on va devoir travailler effectivement soit sur des grammages de molécules, soit sur l'interdiction d'un certain nombre de molécules. Et puis, le plus simple, c'est effectivement lorsqu'on est sur du zéro phyto. Là, par contre, nos indicateurs sont beaucoup plus simples, bien évidemment, à trouver. Et puis, en termes d'aménagement de l'espace, c'est surtout quelque chose de très important. C'est entre le diagnostic qui est réalisé et la mise en œuvre, quel gap avons-nous entre les deux? Parce que c'est bien beau de faire des diagnostics de type DPR2, si derrière vous n'aménagez pas l'espace, et quand je dis aménager l'espace, c'est pas à l'échelle uniquement des parcelles qui sont le long du cours d'eau, notamment sur les captages en ESU, c'est bien à l'échelle du bassin versant, parce que ce qui va nous intéresser, c'est dès qu'une goutte d'eau tombe sur le bassin versant, elle peut se charger en produits phyto, elle peut se charger en nitrate et rejoindre effectivement le cours d'eau. Donc, on doit s'intéresser à un aménagement, pas uniquement aux parcelles situées directement à proximité des cours d'eau ou à proximité des fossés. La limitation, bien évidemment, de certaines molécules, voire le zéro phyto, c'est un sujet qui est un peu récurrent. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des molécules qui sont de plus en plus à risque, puisqu'elles sont de plus en plus hydrophiles, et donc, de fait, elles suivent systématiquement l'eau, et elles ont un transfert très rapide au milieu, avec en plus la problématique de l'ensemble des métabolites. Je vous apprends rien. Donc là, la seule chose que l'on peut essayer de mettre en place, c'est effectivement de travailler sur le classement des molécules, éliminer systématiquement dans les pratiques, interdire, hein, pour être très clair, un certain nombre de molécules en fonction de leur classement, en fonction de leur présence ou non, avec derrière, je le sais très bien, systématiquement le problème de la substitution par d'autres molécules. On n'a pas de solution, hein, vis-à-vis de ces éléments-là, si ce n'est de travailler effectivement sur des méthodes alternatives qui doivent permettre systématiquement au moins de limiter l'utilisation des produits phyto. Autre aspect également important, comme pour les aspects nitrates, c'est les aspects rotation culturelle. Vous avez des rotations sur lesquelles on utilise beaucoup plus de produits phyto, on a des rotations avec moins de risques. Là aussi, il faut essayer de développer des rotations où on va avoir moins de pression phyto pour réduire globalement. Et puis, vous avez quand même un certain nombre de pratiques culturales qui doivent permettre effectivement, là aussi, d'éviter un certain nombre de traitements, hein, qui se font un peu systématiques. Je pense notamment à l'utilisation du glyphosate qui a tendance à se systématiser, même si aujourd'hui le champ d'utilisation de ce produit a été limité. On voit bien quand même qu'il est utilisé de façon pas parcimonieuse, au contraire, un petit peu systématique, alors qu'il y a un certain nombre de pratiques culturelles, notamment ce qu'on appelle les faux semis, etc., qui doivent nous permettre d'améliorer un petit peu les choses et qui nous permettent aussi d'améliorer la vie bactériologique, microbiologique de nos sols. N'oubliez jamais également que les pratiques phyto ont un impact aussi sur la qualité de nos sols indirectement. Prenez de l'herbe détruite chimiquement, vous l'enfouissez, revenez la voir 3 semaines après et reprenez cette même herbe non détruite chimiquement, revenez la voir 3 semaines après, vous verrez que là, l'activité bactério-microbiologique du sol
n'aura pas agi de la même façon. Hein. Dans un cas, sans produit phyto, globalement, il y a une très bonne dégradation. Lorsque vous avez un produit phyto, vous allez retrouver pratiquement votre plante pratiquement intacte au bout de 3 semaines. Éviter bien sûr là aussi tout ce qui concerne les pollutions ponctuelles. Hein. C'est là principalement au niveau des sièges, hein, sur les problématiques de zones de transfert, remplissage de pulvées. Donc là, tous les diagnostics également. Hein. Aujourd'hui, normalement, toutes les exploitations doivent être équipées, hein, normalement pour pouvoir remplir correctement l'ensemble de leur pulvées. Hein. Donc là, des diagnostics très précis à faire et vérifier aussi. euh, Si en termes de transport, on a une bonne sécurisation qui se fait, on a régulièrement des pollutions ponctuelles par des pulvées qui se renversent dans un cours d'eau ou directement dans un fossé. Voilà. Donc ça, mettre en garde, sensibiliser sur ces aspects-là. Et puis un aspect quand même primordial, c'est le respect des distances. Hein. C'est-à-dire que là, il y a une réglementation sur les NNT, il y a des réglementations sur les bandes tampons. Donc là, il faut vérifier effectivement que l'ensemble de ces éléments sont bien mis en œuvre au niveau des exploitations. Je passe sur les plans d'action au niveau bactériaux. On a cet aspect à ne pas oublier. Alors, on est plus en général sur des pollutions que j'appelle ponctuelles, même si avec de mauvaises pratiques de fertilisation, on peut avoir des pollutions qui pourraient être diffuses. Mais je rappelle que normalement, les épandages sur sol détrempés en période pluvieuse, notamment avec des effluents liquides, sont interdits pour éviter notamment les transferts. Donc ça fait partie des choses qu'il faut être capable de bien faire passer, de sensibiliser, de rappeler systématiquement, même si je sais bien aussi que d'un autre côté, parfois, notamment si on prend l'année 2024, ça a été parfois compliqué pour les agriculteurs de pouvoir épandre leurs effluents, avec la pluviométrie qui était très très régulière. Donc là, un travail également à faire sur les aspects bactériaux pour bien vérifier les aspects stockage, les zones de transfert des animaux. On rejoint la problématique nitrate, hein, qu'on avait tout à l'heure. Sur les pratiques agricoles, je viens de l'évoquer, mais à ne pas oublier également sur ces problèmes de pollution ponctuelle d'un point de vue bactériaux, à la fois les problématiques sur l'assainissement non collectif, qui peut générer quand même des pollutions, et également sur de l'assainissement collectif que je n'ai pas noté ici si vous avez des réseaux fuyards, des postes de relèvement qui existent sur vos terres d'alimentation, qui peuvent générer aussi des pollutions ponctuelles au niveau bactériaux. Un point qu'on oublie souvent à l'échelle aussi des diagnostics de multipression, c'est la gestion des eaux pluviales et encore là aussi les chemins de l'eau, parce que si on peut régler une problématique nitrate phyto en travaillant sur ces chemins de l'eau, on va aussi permettre de régler ces problèmes bactériaux en cas de pollution ponctuelle ou en cas de pollution diffuse. Parce qu'on va avoir des zones tampons qui vont éviter la contamination directe, notamment au niveau des eaux superficielles. Bactériaux, normalement, en eau souterraine, on ne devrait pas avoir le problème. Si on a un problème bactériaux en eau souterraine, ça veut dire aussi qu'on a un problème sur nos ouvrages de prélèvement la plupart du temps. Donc, il faut à la fois travailler sur les problématiques de l'ouvrage et puis, bien sûr, rechercher les causes, l'origine effectivement euh, de ces pollutions. Dernier point, là aussi on rejoint la problématique nitrate et phyto, l'aménagement paysager, là aussi il va contribuer à réduire les risques d'un point de vue bactériaux. Donc on peut retrouver là aussi les mêmes types d'indicateurs que pour les nitrates ou que pour les phytos, qu'on peut relier donc aux aspects bactériaux. Tout ça, vous voyez, j'ai balayé assez rapidement l'ensemble des éléments. Dans le cadre des captages prioritaires, tout ça peut relever effectivement soit d'une démarche volontaire qui peut être plus ou moins encadrée, hein, et ça peut se faire également dans le cadre d'une zone soumise à contrainte environnementale. Et là, ce qui est important à voir, c'est que lorsqu'on est sur de l'eau potable, bien, un plan d'action en phase volontaire, lorsqu'on met en place une ZSCE, vous avez 1 an effectivement un minima sur lesquels vous pouvez travailler sur une phase long terme, mais 3 ans ou plus, parce que vous pouvez le renouveler. Ce qui est important, si vous partez sur une démarche de type ZSCE, ça va être bien sûr la phase de concertation avec l'ensemble des acteurs.
pour pouvoir construire une zone soumise à contrainte environnementale. C'est quand même relativement compliqué, mais ça se fait, hein, bien évidemment. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est lorsque vous allez construire ou co-construire avec les services de l'État cette ZSCE, il faut à tout prix avoir une idée claire, précise de ce que l'on pourrait rendre obligatoire si on devait passer à une phase réglementaire. Parce que je rappelle qu'en phase réglementaire d'une ZSCE, on peut reprendre uniquement tout ou partie des prescriptions, des conseils qui étaient dans la phase volontaire. On ne peut pas réinventer des choses. Donc, il faut bien réfléchir à ce que l'on va mettre dans la phase volontaire en ayant clairement aussi des indicateurs de résultats. Lorsqu'on part sur une zone soumise à contrainte environnementale, on peut avoir des indicateurs de résultats à l'échelle de chaque exploitation, à l'échelle du territoire, et on peut avoir des indicateurs de moyens également à l'échelle de chaque exploitation. Donc là, il faut bien réfléchir systématiquement au type de contraintes que l'on veut imposer et avec quel type d'indicateur. Je vais prendre un exemple très simple. On pourrait très bien dire, bah, notre indicateur, ça va être la qualité de l'eau. On arrêtera la phase volontaire ou on passera en phase réglementaire si à l'échéance de 2030, on n'a pas atteint 35 mg de nitrate. La problématique, c'est que vous allez avoir des mesures qui vont s'appliquer à l'ensemble des exploitations, ou l'autre choix que vous pouvez faire, c'est avoir des indicateurs de résultats qui vont s'appliquer à chaque exploitation. Je suis, moi, plutôt favorable à avoir des mesures qui soient plutôt individuelles, parce que c'est toujours gênant de pénaliser des gens qui font bien et qui œuvrent bien depuis de nombreuses années. Mais par contre, c'est plus compliqué, effectivement, d'avoir des mesures individuelles parce que ça vous oblige à avoir des indicateurs, effectivement, de moyens et de résultats à l'échelle d'une exploitation. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du plan Algues Vertes. Et vous pouvez, les arrêtés sont publics, vous pouvez les regarder et vous verrez qu'on a essayé de construire effectivement quelque chose avec des indicateurs de moyens et des indicateurs de résultats à l'échelle de chaque exploitation. À la différence d'autres arrêtés ZSCE historiques, par exemple, qui existaient sur les BV contentieux, où on était sur des indicateurs de résultats qui étaient la concentration en milligrammes au niveau d'un cours d'eau. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir une autre démarche, qui est de partir sur une démarche un peu moins encadrée, qui est ce que j'appelle moi une démarche purement volontaire hors de la zone soumise à contrainte environnementale, mais avec là aussi toujours le même niveau un petit peu d'exigence, hein, avec un plan d'action qui doit être validé à chaque fois par l'État, et puis trouver un système d'engagement des exploitations qui vous permet aussi peut-être de rechercher des pistes de financement, d'accompagnement de ces plans d'action au niveau des exploitations agricoles. Je n'aborde pas l'aspect financier. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, autant sur des captages en ESU avec des MAE, on a quelques outils qui sont adaptés. Sur de l'ESO, la problématique, c'est que souvent les exploitations ont quelques hectares simplement dans une aire d'alimentation et ne veulent pas s'engager éventuellement sur la totalité de leur exploitation. Et là, on n'a pas véritablement d'outils adaptés. Vous connaissez aussi certainement les PSE. Là aussi, un outil qui pourrait être intéressant, mais qui aujourd'hui réglementairement et financièrement, mériterait d'être aménagé pour pouvoir permettre véritablement d'accompagner les exploitants ou au moins les surfaces qu'ils ont dans les aires d'alimentation de captage pour des pratiques plus vertueuses, que ce soit en matière nitrate, phyto ou bactériaux. Ce qui est important dans l'ensemble de vos démarches, c'est de bien caler effectivement votre évaluation, à savoir quand est-ce que vous la faites sur la phase volontaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est itératif? Vous allez repousser des échéances? Est-ce que vous avez des dates butoirs avec des objectifs intermédiaires ou non? Un objectif final qu'il faut pouvoir fixer et rester suffisamment ambitieux mais pragmatique. Si vous êtes à 50 mg de nitrate en disant dans 5 ans, on sera à 25, vous savez très bien que vous n'y arriverez pas, hein. Donc, il faut y rester pragmatique sur les gains que l'on peut espérer, d'où l'importance d'évaluer aussi sur l'ensemble des mesures, l'ensemble des prescriptions que vous pouvez mettre en œuvre, les gains que vous pouvez espérer en termes de risque de fuite d'azote ou en termes de gains de risque de fuite de produits phyto
ou de bactériaux. Hein. Donc à chaque fois, se positionner, essayer toujours d'avoir des indicateurs de résultats, hein, et puis quelques indicateurs de moyens. Hein, parce que on sait bien qu'on aura toujours un décalage entre les deux, entre nos indicateurs de résultats et nos indicateurs de moyens. Indicateurs de résultats, on l'a évoqué, c'est par exemple les reliquats, c'est les grammages de produits phyto, la non-utilisation éventuellement de produits phyto, ce sont les diagnostics DPR2, la mise en œuvre réelle de ce qui est préconisé dans le DPR2 sur le terrain. C'est d'un point de vue bactériaux, tous les diagnostics qui peuvent être faits au niveau des siècles d'exploitation. Et un diagnostic, attention, il n'est pas fait ad vitam aeternam. Ça demande à être revérifié régulièrement. Donc, ça peut être tous les 5 ans de refaire un point sur chaque siège d'exploitation pour être sûr qu'on n'a pas, en 5 ans, une situation qui s'est dégradée et là où on n'avait pas de risque, on en a maintenant. Un système d'exploitation évolue en permanence et on sait bien qu'on a à un moment donné absence de risque et puis vous modifiez des modalités d'exploitation et là vous générez effectivement des nouveaux risques qui n'avaient pas été évalués dans un premier temps. Donc voilà un petit peu important pour vous de pouvoir vous positionner sur l'ensemble de ces plans d'action, sur ces trois axes, et savoir si effectivement vous partez sur une démarche qui est vraiment uniquement de type volontaire, mais avec un niveau d'ambition quand même qui reste cohérent par rapport à vos objectifs de qualité d'eau, ou une démarche un peu plus encadrée de type ZSCE. Je m'arrête là. Ça vous va? Parfait, Bruno. Au niveau timing, ça laisse largement le temps aux échanges puisqu'il est 11h42, donc parfait hein, pour les trois quarts d'heure de présentation. Dense, effectivement, mais résumant effectivement ce que tu avais pu évoquer pendant 3 heures dans la formation au mois d'avril. Mais c'était un challenge de le faire en 45 minutes. Place aux questions, effectivement. Alors, avant de laisser place aux questions, parce que j'ai peur d'oublier, le diaporama et l'enregistrement du webinaire hein, seront en ligne, à la fois sur le site de la TBVB, la chaîne YouTube de la TBVB et sur le site de l'Adréal dans la rubrique Les rendez-vous des animateurs de captage. Donc, je vais reprendre peut-être dans un premier temps les gens qui ont mis des questions au fur et à mesure dans le chat. Et je les invite à prendre la main au niveau du micro hein, pour partager leur questionnement. Je vois que Véronique Gonzalez, comment s'assurer du respect des zones de non-traitement? Première question, Bruno. Ah bah, c'est un sujet effectivement récurrent. Hein. C'est bien la présence sur le territoire des animateurs sur les périmètres qui doit nous permettre aussi de vérifier. Et puis alors lorsqu'on est effectivement sur des produits de type désherbant, c'est facile normalement de vérifier si effectivement ça a été désherbé ou non. Entre la partie désherbée et la partie non désherbée, normalement vous devez avoir un marquage visuel relativement visible. Mais autrement, c'est effectivement de la flagrance, hein, ce que j'appelle de la flagrance. Et puis, il y a une chose que vous pouvez faire, qu'on que j'aimerais bien, moi, voir généralisé, c'est d'imposer systématiquement, notamment pour les désherbages, pour les produits à base de désherbants, c'est l'utilisation de colorants alimentaires de type jaune fluo, ou bleu fluo, ou vert fluo, ce qui vous permet clairement d'identifier les surfaces. Alors, ça reste quelques jours, ça peut être spécial, mais ce colorant alimentaire qui pourrait être mélangé effectivement aux produits phyto vous permet clairement de tracer effectivement la pratique de désherbage et de voir si la ZNT a été effectivement respectée ou non. Ok, merci Bruno. Je propose à la personne qui a posé sa question sur les pratiques d'épandage de prendre la main pour la suite. Oui, ma question concernait, en fait, on est sur un territoire relativement rural et en fait, on constate lors des contrôles d'assainissement individuel qu'on a beaucoup d'ETA, en fait, qui récupèrent le contenu des fosses septiques. Et donc, je voulais savoir quel pouvait être le lien avec les services de l'État pour, Ah au-delà de la ben, sensibilisation qu'on peut faire, voilà, de il y en passer. a, il y en a un très fort.
C'est simple, soit effectivement ils sont reconnus et agréés en tant que vidangeurs avec un plan d'épandage ou avec un dépotage dans une station. S'ils ne sont pas agréés en tant que vidangeurs, c'est PV devant le proc. Simple. Il n'y Donc a pas à discuter. on Là, contacte la c'est DDTM. véritablement une responsabilité Mm. hyper importante. C'est-à-dire que toute personne qui pratique effectivement de la vidange de fosses septiques, qui n'est pas agréée en tant que vidangeur, n'a pas le droit de le faire. Une ETA n'a absolument pas le droit de faire. Donc, ça sera systématiquement, en ce qui concerne les contrôles des services de l'État, une mise en demeure et un PV devant le proc. Donc en fait, on transmet à la Ah oui, police de mais l'eau. vous pouvez directement, en tant que maître d'ouvrage sur un périmètre de protection de captage, faire cette mise en demeure, hein. Je vous le rappelle. Même si on n'est pas les propriétaires des terrains concernés, parce qu'en l'occurrence, on peut être l'exploitant, mais les terrains ont été achetés à une certaine époque par les communes, en Non, fait. mais qu'importe, Mm. qu'importe. Je veux dire, vous êtes le maître d'ouvrage sur le périmètre, si c'est sur un périmètre de protection. Sur l'AAC, c'est un petit peu plus compliqué. Mais Ok. sur le périmètre de protection, ça, vous avez la main pour pouvoir agir. Ok. Autrement, ben, vous saisissez l'OFB ou la DDTM, hein, ou la DDT, hein, de votre secteur pour agir. Un vidangeur, il est obligatoirement agréé. Il y a normalement sur le site de chaque préfecture Tout des à services fait. de l'État, vous avez une liste des vidangeurs agréés. Mais vous vous doutez bien qu'on l'a vérifié et qu'ils ne sont pas agréés. Ben, Merci c'est beaucoup. la peur du gendarme. Il Merci. faut faire un exemple, il ne faut pas avoir peur. C'est ça, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. On laisse la place à la question de Valérie Cornu. Oui, bonjour, c'était une interrogation. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, très bien. Oui, oui. Donc, en fait, à un moment, alors je suis désolée, je suis en Pays de la Loire, je suis pas en Bretagne, mais on se pose la question à un moment si certaines actions de contrôle ne relèvent pas simplement du contrôle des services d'État. Je pense au respect de la directive nitrate. Puisqu'en tant qu'animateur, ben, nos moyens sont limités, parfois bridés aussi par rapport à des positionnements d'élus. Donc, des fois, enfin, pour faire course, des fois, ça serait plus simple pour nous s'il y avait un peu plus de contrôle. Mais on peut se rejoindre là-dessus. C'est ce qu'on avait évoqué ici, ça va au-delà, entre guillemets, normalement, de la directive. Donc là, je pars du principe que déjà la réglementation de base est effectivement appliquée et respectée et bien évidemment contrôlée. Et là aussi, ça fait partie, notamment dans le cadre des PAOT, hein, et dans le cadre de, si vous avez des contrats territoriaux avec l'agence de l'eau, nous, ça fait partie des choses que l'on met dans le cadre de nos PAOT. Il y a des actions volontaires qui peuvent être menées sur des aires d'alimentation de captage. En parallèle, l'État doit s'engager aussi à réaliser un certain nombre de contrôles. On le fait sur des PPC, on le fait sur des aires d'alimentation de captage. Je vais prendre l'exemple, bien sûr, des Côtes d'Armor parce que c'est ce que je connais le mieux. Tous les ans, on fait des campagnes financées directement sur notre propre budget eau, hein. On fait des campagnes de reliquat sur un certain nombre d'exploitations, sur un certain nombre de parcelles qui sont sur des aires d'alimentation en captage prioritaire, hein, qui nous permet là aussi de pouvoir vérifier un certain nombre de résultats, notamment lorsqu'on n'a pas encore de plan d'action, on n'a pas de programme d'action qui a été mis en œuvre. Parce qu'en général, ces reliquats, autrement, on arrive à les faire financer dans le cadre des programmes d'action. Voilà. Donc oui, l'État doit aussi jouer son rôle dans le contrôle du respect de la réglementation de base. Là, tout ce que j'ai présenté, c'est normalement au-delà, entre guillemets, de cette réglementation de base. Merci pour ces éléments de réponse. La question suivante sur le chat, c'est de Frédéric Ono. Je laisse la main. Parti. Alors, c'était une question sur le PARSET qui prévoit l'obligation des reliquats en aire d'alimentation de captage prioritaire. Comment seront organisées ces campagnes de reliquats qui seront a priori sous pilotage État? Alors, en gros, c'est ce que je viens d'expliquer, hein. On a des budgets en fait qui nous permettent effectivement de réaliser un certain nombre de reliquats sur des aires d'alimentation de captage. Alors, pour être encore même plus précis en ce qui nous concerne, on travaille pratiquement en deux temps.
lorsqu'on est sur de l'ESU, hein, donc en eau superficielle, on travaille avec ce qu'on appelle, nous, une sonde à nitrate qui nous permet de repérer au sein d'un bassin versant, d'un sous-BV, voire d'un certain nombre de fossés, des secteurs qui sont un petit peu plus contributeurs, qui nous permet de cibler des zones. Et sur ces zones-là, en fonction du type de culture, des rotations culturales, on va cibler un certain nombre d'exploitations, on va cibler un certain nombre de parcelles où on va diligenter directement la réalisation de reliquats sur lesquels on va s'appuyer pour ensuite regarder l'ensemble des pratiques. Après, la difficulté sur l'analyse d'un reliquat, c'est qu'on ne peut pas s'en servir en tant que tel comme étant un élément de preuve à part entière. Ça n'est qu'un élément qui nous permet de soupçonner effectivement des mauvaises pratiques et on va devoir, entre guillemets, détricoter un petit peu l'ensemble des pratiques d'une exploitation pour essayer de trouver effectivement les mauvaises pratiques. Alors après, pour être très clair aussi, notre objectif, c'est avant tout de repérer systématiquement les parcelles ou les exploitants ayant des pratiques que je vais appeler déviantes, hein. On va avoir des reliquats qui vont être très élevés, avec des reliquats, par exemple, à 200, 300 unités d'azote, alors que normalement, on devrait être sur des reliquats plutôt entre 30 et 80, quoi. Il faut savoir que des reliquats 1 hectare ou 10 hectares avec des reliquats à 300 unités, il annihile tout le travail qui est fait par des dizaines d'exploitations autour, quoi. Merci Bruno. Autre question en direct, je crois qu'on a épluché ce qu'il y avait dans le chat. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Frédéric? Il Parce n'a qu'il y pas a de un problème de micro. micro apparemment. Ouais. D'autres questions en direct peut-être? Profitez. Il y a des gens qui souhaitent prendre la main pour une question. Alors, il y a la question de Valérie à nouveau, là, je n'ai pas compris. Oui, je ne crois pas que ce soit une question. Si. Ensuite. Alors, Oui, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas au Je courant des contrôles? répondais. Ah oui, pardon, je répondais. Alors, autant pour moi, je pensais que la réponse allait directement être adressée à la personne. En fait, là, on m'a dit qu'en Mayenne, il y avait apparemment aussi des contrôles de fait ciblés sur les ZPAC. Par contre, nous, en tant qu'opérateur, enfin, je le découvre. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on ne soit pas forcément associé en amont des contrôles, puisqu'il y a cette notion de contrôle, mais au moins qu'on ait trace des résultats. Ou de savoir que sur votre zone, il y a eu tant de contrôles qui ont été faits, sans... Voilà, donc on n'a pas, j'avais pas cette info. Enfin, vous verrez avec nos collègues Voilà, tout à fait. directement. Et du coup, est-ce que je peux me permettre, j'avais une autre, enfin, c'est pas une question, plutôt une remarque. À votre avis, à quel niveau et comment est-il, enfin, faut-il associer les agriculteurs dans la construction de ce plan d'action? Dès le départ, il est hyper important de partager le diagnostic des pressions, de faire preuve de pédagogie hein, avec l'ensemble du monde agricole sur ces aspects-là. Il faut systématiquement, dans les comités de pilotage, dans les comités techniques, que le monde agricole soit représenté. Voilà. Et puis, vous devez mettre en place, à mon avis, à un moment donné, effectivement, des copiles élargies ou une réunion spécifique avec l'ensemble des agriculteurs d'une zone, ou en faire plusieurs en fonction des zones. Et là, l'État a tout à fait son rôle à jouer, effectivement, pour présenter un certain nombre de choses, hein. Il ne faut pas laisser uniquement la responsabilité au maître d'ouvrage. On a aussi la responsabilité de l'État dans la mise en œuvre, effectivement, de ces plans d'action au niveau des aires d'alimentation de captage. Enfin, c'est comme ça on le gère chez nous toujours. Merci. Euh, Bénédicte Legeni, si je peux m'exprimer pour répondre à Valérie Cornu, vous m'entendez pas trop bien? On ne vous entend pas bien, excusez-nous. Bénédicte. Si vous voulez mettre la question dans le chat à l'écrit, je la donnerai ensuite, mais là, on vous entend mal.
Ah, c'est bien, il n'y a pas d'autres questions. J'ai été suffisamment clair alors. Je ne sais pas, Bénédicte, est-ce que vous êtes C'est en train très large d'écrire en dans même le temps, chat? hein. Sinon, J'ai- on vous a entendu de loin, en fait. C'était un peu. Je ne suis pas rentré hein, dans le détail d'un certain nombre de mesures parce que c'est bien le diagnostic dépression hein, qui doit nous permettre aussi d'activer un certain nombre de leviers, hein, notamment d'un point de vue agronomique, qui est mon dada. Vous avez plein de pistes d'action hein, possibles. Mais le plus important, c'est sans doute pas tant les moyens à mettre en œuvre. À la limite, chaque exploitant peut y réfléchir, mais c'est bien sur vos indicateurs de résultats. Voilà. Et les indicateurs de résultats, ça coûte un peu d'argent, mais c'est aussi pédagogique de travailler systématiquement sur les reliquats. Et je rappelle, les reliquats, on n'oppose pas un reliquat post-absorption avec un reliquat de début de drainage. Les deux sont intéressants. Idéalement, sur une même parcelle, ou sur un ensemble de parcelles, il faudrait avoir un RSH, un RPA, un RDD, pour effectivement, là aussi, faire de la pédagogie et faire bien prendre conscience que si on a un risque de fuite d'azote parce qu'on a des reliquats trop élevés, euh, ça doit nous permettre de rechercher la cause. Est-ce que c'est parce qu'on a mal évalué la fourniture d'azote par le sol? Est-ce qu'on a une pratique de fertilisation qui fait que globalement, au lieu d'apporter 100 unités, ben en fait, on en a apporté 150? Voilà. Donc, c'est vraiment après se poser des questions et s'assurer d'être en capacité d'accompagner les exploitants agricoles, effectivement, qui ont envie d'améliorer leurs pratiques, hein. Parce qu'on peut leur fixer des objectifs, mais parfois, il faut aussi qu'on soit, nous, en capacité, quand je dis nous, c'est aussi les services de l'État, hein, d'être en capacité de les accompagner, effectivement, dans leur modification de pratiques culturales, de fertilisation, phyto, etc. Il y a Julie qui a une question. Oui, Julie Berthet. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi je travaille sur le captage prioritaire de l'ANIDI, captage de surface. On a 8 000 hectares, 100 exploitations agricoles concernées. Sur l'enjeu phyto, je voulais témoigner de la difficulté des changements réglementaires, enfin de classement des molécules, puisque chez nous c'est les métabolites qui sont problématiques. Au lancement de la démarche, on avait 2 métabolites pertinents. Aujourd'hui, on n'en a plus, donc on a atteint les objectifs alors qu'on sait qu'il y a d'autres produits qui vont arriver sur le marché. Donc, en termes de lisibilité vis-à-vis des agriculteurs, c'est vraiment compliqué à jongler, je trouve. Voilà, c'était une première remarque. Et deuxième question sur je sais pas si Bruno, bon, on pourra en échanger là-dessus, mais sur la question des financements, il faut savoir qu'on va sûrement devoir mobiliser les financements de notre régie publique de l'eau, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait plus de finances pour ces plans d'action, notamment par l'Agence de l'eau. Donc ça va être une difficulté aussi pour les territoires de faire tout ce qu'on vient de se dire. Là, ça coûte beaucoup d'argent si on veut le faire bien, sur des aires sur des captages de surface surtout. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile. Alors, le 12e programme de l'Agence de l'eau hein, n'est pas encore voté, n'est pas encore calé. Les échos que j'en ai, c'est que quand même les captages prioritaires restent quand même quelque chose d'important. Voilà, donc après, je ne connais pas effectivement le contenu du 12e programme. Mais j'ai cru comprendre quand même que ça restait dans les priorités, hein. Voilà. Ouais, ok. Concernant les aspects métaboliques et autres, ben, on est tous effectivement un peu désœuvrés hein, par rapport à ces Mhm. changements. Je rappelle quand même qu'on a quand même un certain nombre de seuils qui existent maintenant, qui nous permettent aussi de continuer à travailler sur des métabolites non pertinents, Oui, hein, ouais. puisqu'on a quand même les fameux seuils je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, de vigilance. Il faudrait que Véronique, qui doit être là, puisse me le confirmer. J'ai toujours un doute sur le vocabulaire à utiliser, vous m'en excuserez. Voilà, donc il y a toujours encore ces seuils qui existent. Et puis, faut pas se faire d'illusions. Alors, sur le SU, c'est un petit peu plus compliqué, hein, c'est clair. Mais sur le SO, je veux dire, on n'a pas le choix. Une fois que si notre réservoir d'eau, entre guillemets, est contaminé, on est mort pour des dizaines d'années, quoi. Mhm. Donc là, quelque part, on n'a pas le choix d'aller vers le zéro phyto. Sur le SU, clairement, il faut pouvoir jouer aujourd'hui, hein, compte tenu du contexte général, hein, il faut pouvoir jouer effectivement sur la réduction de l'utilisation des produits phyto, aller au maximum sur
l'utilisation de techniques alternatives. Et Mhm. puis, il nous reste malheureusement la solution curative, effectivement, hein, parce que le coût sera encore acceptable, entre guillemets, avec quand même le risque que les métabolites, entre guillemets, d'aujourd'hui comme ceux de demain, on n'arrivera plus à les traiter avec quelle que soit la forme de charbon actif, hein, que Mhm. l'on va utiliser. Donc ça, il faudra bien travailler dans tous les cas, un, sur la réduction à la source Mhm. directement, et en ESU sur les problématiques de transfert. Je pense que ce soit en termes de directive nitrate ou d'Ecofito qui a mis en œuvre un petit peu ou a essayé de promouvoir cet aspect aménagement de l'espace. On est passé à travers, on a perdu 30 ans ou 40 ans sur les aspects aménagement de l'espace, hein. En clair, les aménagements bocagers, mais pas que. Les chemins de l'eau, hein. J'ai évoqué les chemins de l'eau, on les a un peu oubliés, hein, alors qu'il faudrait travailler à fond sur ces aspects-là pour redonner effectivement une fonctionnalité au niveau des milieux pour à la fois dénitrifier, dépolluer en termes de phyto et de réduire les risques de pollution bactérienne. Ok. Merci à Véronique Gonzalez là, qui a mis dans le chat, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Bruno, métabolites non pertinents, on parle bien de valeur de vigilance. Voilà. Et non pas de seuil. J'ai utilisé le terme de seuil alors que le seuil est pour une autre molécule. Non, désolé, je suis allée trop vite. C'est valeur indicative. Ah, Je supprime mon poste tout de suite. Voilà. Non, non, c'est indicative. ok. Merci J'avais, Véronique. j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, on a parlé un peu de pollution bactériologique. Oui. Donc, sur notre territoire, on est concerné par cette problématique, mais c'est pas vraiment vis-à-vis de l'enjeu eau potable, c'est vis-à-vis de l'enjeu conchyliculture, eau de baignade. Je me demandais comment se passait la répartition des rôles des contrôles des sièges d'exploitation entre les services de l'État et les collectivités qui sont mobilisés sur cette Ah, thématique. en zone conchylicole, clairement, les sièges d'exploitation sur la partie agricole, c'est de la compétence État. Ok. Sur l'aspect, en ce qui nous concerne sur les zones conchilicoles, hein, sur la bande des 500 mètres, alors que ce soit baignade ou zone conchilicole, le pêche à pied, etc., on a un protocole dérogatoire à l'épandage et puis Mhm. on a eu un contrôle également des sièges d'exploitation pour éviter les fuites, hein. Ok. Et Après, sur l'ANC, c'est de la compétence effectivement de la ok. collectivité par contre. Mhm. Ok. Et à l'échelle d'une ZAES, c'est aussi les services de l'État qui sont... Non, c'est la collectivité qui doit mettre en œuvre. D'accord. C'est Donc la c'est... collectivité, par contre, elle a les moyens, effectivement, dans ce cadre-là, effectivement, de mettre en demeure, hein, directement les personnes sur la partie ANC ou directement. Et en cas, effectivement, de non-respect, là, l'État peut éventuellement intervenir sur saisine. Ok. Mais elle a compétence au sein d'une ZAES sur le contrôle des sièges d'exploitation? Ah Ou c'est non, la, sur le la maire partie peut-être? ANC. Ah oui, non, ANC, tout à Oui. fait. Mais c'est sur le contrôle des sièges Non, contrôle d'exploitation des où sièges on a... d'exploitation, ça on reste de a- compétence État. D'accord. Bon, bah, c'est pas ce que dit la DDTM 29, donc il faudrait revenir dans le 29, Bruno, je pense. Non, normalement, ça reste compétence État, sauf à ce Hmm. que j'ai loupé quelque chose, ce qui est possible, hein. Oui, oui, non, mais c'est une question de moyens. Ils n'arrivent pas, en fait, il y a tellement d'enjeux bactériaux chez nous que ben, ils peuvent pas être partout. Donc voilà. Mais bon, c'était pour confirmer que c'était bien une responsabilité quand même, l'État, quoi. Ok. Bah, dans tous les cas, c'est une responsabilité État, puisque c'est dans le cadre du PAR, déjà. Mhm. Ok. Qu'on soit en ZAES ou pas. Mhm. Tout à fait. Ouais. Alors, ZAES, pour tout le monde, zone à enjeu sanitaire. Mhm. Ok, merci. Et Bruno revient bientôt dans le 29, du coup, pour mettre les choses au clair. De quoi? Tu vas Bruno, peut-être revenir. il part à la retraite dans quelques jours. C'est pas vrai? Bah si, c'est pour ça qu'on a cette chance Ah aujourd'hui bah oui, c'est d'avoir pour clair, c'est peut-être clair. une dernière représentation. Ah bah on va garder Et- la visio jusqu'à ce soir, on va boire un coup et tout. mais on l'enregistre, donc Ah punaise, d'accord. voilà.
Du coup, je remercie d'ailleurs Charlotte qui a mis dans le chat les liens pour aller sur le site de l'Adréal ou sur le site de la TBVB, retrouver les différents webinaires que l'on a mis en place, et notamment les deux dernières dans lesquelles Bruno est intervenu, notamment donc celle sur les diagnostics dépression en mars, et puis celle d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce s'il n'y a pas d'autres questions, comme ça fait 1 heure pile qu'on a commencé, on va s'arrêter là.